Bonjour les amis, voilà, je voulais rapidement vous faire une petite présentation du projet tel que nous l'envisageons. Voilà, donc je prends mes diasporas, des diapositives, voilà. Donc on est ici dans un projet de gestion durable des déchets et donc de leur valorisation, qui concerne donc l'environnement et la santé bien sûr, et la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc la présentation partielle des parties prenantes. Donc nous avons bien sûr le maître d'ouvrage, qui est l'entité territoriale décentralisée, qui a des besoins et qu'on va répondre. Le maître d'œuvre, qui serait donc éventuellement le groupe d'intérêt économique avec CERAD, HAPI, et bien sûr vous êtes invité à proposer aussi d'autres structures. Donc n'hésitez pas à me proposer les structures que vous pensez être intéressantes pour pouvoir inclure dans le projet, avec qui nous allons pouvoir collaborer d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, il y a tous les ministères qui sont indirectement liés de près ou de loin. Ensuite, nous avons l'Association nationale des villes et communes. Ça, c'est une petite stratégie qui nous concerne parce que nous voulons mettre en place une politique nationale de gestion durable des déchets. Et donc, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est réussi et que le modèle est réussi dans un quartier, nous pouvons le répliquer dans les autres communes, dans les autres quartiers, dans les autres communes et dans les autres villes. Et donc, c'est une proposition c'est une proposition, ce serait un projet réussi. Bien sûr, nous avons les institutions financières parce que nous avons besoin de financement. Nous avons aussi besoin et puis les bénéficiaires qui sont les ménages et contribuables, la population, la ville. Donc voilà, en fait, nos projets, donc l'objectif, c'est d'avoir la capacité de devenir une smart city. Qui dit smart city, c'est-à-dire intégrer donc n'est-ce pas l'organisation de la technologie avec les projets des villes pour qu'on puisse avoir une smart city. Et donc c'est d'être un modèle et ici donc avoir un quartier en développement durable pour aligner donc les technologies et bien sûr la résilience, etc. Nous pratiquons la gestion axée sur le résultat. C'est en tout cas un élément que l'on veut signifier ici parce que c'est le résultat qui compte. Nous avons des objectifs et donc nous partons du résultat, l'objectif, le résultat de l'objectif, et puis nous, donc dans la gestion de projet, et que nous allons donc regarder qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ça. Il nous faut ceci, 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 cela. Et donc nous allons démarrer pour atteindre un objectif, pour enfin avoir des projets finis. Donc pour commencer, nous avons besoin de recherche et développement. Ensuite vient bien sûr qui va créer de l'emploi. Après, ça va nous donner la capacité donc de créer des projets entrepreneuriaux aussi, donc avec la fabrication du fuel, fabrication de lubrifiants, faire du biogaz, de l'énergie électrique, produire des autres produits recyclés à partir du plastique, et bien sûr faire des engrais et d'avoir des fertilisants pour que ce soit avec le phosphate, les sels et bien sûr avec les déchets compostables. Donc voilà, les objectifs du projet. Donc nous avons le principal objectif qui est donc de créer un système intégré de gestion de déchets. Donc ici, on va parler par rapport, donc comme on disait dans le titre, donc c'est la gestion durable et bien sûr et leur valorisation. L'objectif spécifique, c'est donc nous avons deux volets. Et le premier concerne vraiment le premier volet et le plus important parce que c'est celui qui va nous permettre de démarrer, c'est celui qui va permettre de mettre en place un cadre légal et juridique avec la ville, donc en partenariat public-privé, avec la commune, le maître d'ouvrage, pour que nous puissions justement travailler. Parce que c'est vraiment l'élément qui nous permettra de démarrer notre travail, de pouvoir aussi aller chercher les partenaires financiers pour pouvoir grandir et mieux réussir le projet. C'est bien sûr après la suite, c'est la logique, hein. Le premier volet, ben, une fois que vous avez mis un cadre légal et juridique, ben, c'est la sensibilisation, la mise en place de l'infrastructure. Ici, nous avons l'objectif de 10 000 ménages. Et puis, bien sûr, la stratégie que nous avons déjà mise en place sur lequel nous réfléchissons depuis de longues dates et qui ressort de plusieurs analyses, de plusieurs études et de ce qui existe déjà sur le terrain. C'est pas juste que ça vient d'arriver. Donc et puis le deuxième volet concerne donc la valorisation principalement, hein. Donc on doit dire on optimise la stratégie de collecte. Donc c'est vraiment la partie où après les 6 mois, entre 3 et 6 mois du lancement du projet, ben, on peut commencer à améliorer encore la stratégie. Et puis normalement l'objectif donc c'est de pouvoir créer ces unités de transformation et de valorisation des déchets. Pour la petite information, ben, en Europe, c'est 144 € par habitant
le coût, donc je veux dire, la contribution, n'est-ce pas? Le contribuable paye 144 dollars par habitant et par mois, alors que ici au Congo, on n'est encore nulle part. Donc, avec une ville de 15 millions d'habitants, on peut calculer que normalement, les déchets devraient générer 15 millions de dollars par mois. Donc, ça, c'est pour la petite euh, parenthèse. Bien sûr, les deux volets ici sont un peu plus dans un autre cadre. Donc, nous avons bien sûr l'organisation, le ramassage et le tri des déchets qui concerne le premier volet, donc pour lequel il y a un cadre juridique nécessaire, donc une loi, les ressources humaines, les formations, bien sûr, et puis qu'il faut nous permettre de déterminer vraiment un modèle et un cahier de charge, parce que le maître d'ouvrage devra nous proposer donc quand même un cahier de charge, ce que nous, en tant que maître d'œuvre, nous devrons réaliser avec tous les aspects techniques, les objectifs, on va dire. Et ce qui va nous amener donc à démarrer le deuxième volet, pendant qu'on termine donc, comme on dit ici, le premier volet qui est déjà la stratégie. Et puis bien sûr la logistique, le matériel. Et puis nous avons donc les exécutions qui concernent le tri, le stock, bien sûr, et bien sûr ce qui nous a amené donc avec bien sûr des sous-traitances et dans ces sous-traitances, on peut penser à toutes les entreprises qui vont être créées autour des déchets et qui seront là pour la valorisation. Donc le volet 1, organisation et ramassage, donc l'élément le plus important, c'est le cadre légal et juridique et politique de collecte. En gros, c'est la loi sur l'obligation des parcelles de posséder les poubelles parcellaires de tri, donc les 3 poubelles dans les parcelles pour que l'on puisse faciliter le tri. Le deuxième, c'est la redevance assainissement, très important parce qu'il faut pouvoir aussi nous donner la capacité dans un cadre de partenariat public-privé biotique comme ça se fait ailleurs, de pouvoir aller chercher cette redevance auprès des ménages, pour que ce soit une obligation des parcelles, dont les parcelles savent que voilà, les 3 ménages doivent payer chacun 5 dollars, 5 dollars ou 10 dollars, ça dépend, ou 20 dollars ou 50. Les 5 dollars, et bien, ça fait 15 dollars par parcelle par mois. Si vous voulez, vous payez par mois, vous payez par semaine ou par trimestre ou pour l'année. Mais bien sûr, voilà, c'est donc l'obligation de la redevance assainissement. La loi sur l'obligation de fiches de données, pourquoi? Parce que pour pouvoir gérer, il faut il faut des données. On ne peut pas gérer aujourd'hui sans avoir connaître sa population, en tout cas sans connaître ici par exemple, c'est l'assiette, c'est les ménages, c'est qui et quoi, et c'est pour une question de facilité, de gestion tout simplement du projet. Et puis bien sûr, euh, il y a aussi la collecte, les mesures coercitives, qui sont les sanctions, les amendes, etc. Qui permettent aux habitants de. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà pouvoir les cibler pour pouvoir les corriger. Sinon c'est pas possible. Bien sûr, après là, bien sûr, le volet 1, il y a la partie formation, on sait très bien qui former pourquoi. Et puis après, nous avons la mise en place de la stratégie, ça c'est vraiment l'élément le plus important, parce que nous avons déjà la stratégie en place, et donc nous devrons mettre un cadre politique pour pouvoir le faire. Et puis bien sûr le stockage, parce qu'il va falloir stocker donc le plastique, les biodégradables, les cartons, les bois, donc chacun va avoir son lieu de stockage selon aussi sa finalité. Donc voilà, les objectifs principaux soutien sollicité auprès des autorités locales, donc c'est vraiment l'objectif de soutien légal. Ah oui, je reviens un peu sur cet aspect, comme on avait dit, le cadre légal et juridique et politique, juridique, politique et voilà. C'est la possession obligation, donc je l'explique ici et je justifie. Donc c'est-à-dire que vous avez la possession obligatoire des poubelles parcellaires, ben, c'est pour permet d'impliquer non seulement d'impliquer aussi les ménages, parce qu'ils savent que nous avons 3 poubelles ménagères, nous devons apprendre maintenant à trier. Donc nous savons, tiens, il y aura une petite formation, il est prévu dans la stratégie, le fait que les ramasseurs, les premiers mois, bon, tout ça c'est prévu dans le projet euh, pour pouvoir préparer les populations à pouvoir justement adhérer à l'esprit de tri. Et donc, parce que ça facilite le tri, et si ça facilite le tri, ça facilite aussi le ramassage, euh, donc la collecte des déchets. Parce que alors dans ce cas-là, on peut faire un jour par semaine, on sait quel déchet on va ramasser, tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, et ainsi de suite. C'est une question d'organisation. L'obligation de paiement de la redevance assainissement, c'est les moyens de la politique. Parce que sans les moyens de la politique, ça ne sert à rien de faire du projet. Donc il faut pouvoir chercher à avoir les possibilités de se financer et de s'autofinancer. Donc ça veut dire que de pouvoir tourner.
sans devoir spécialement aller chercher des financements extérieurs. Les financements extérieurs seront là spécialement pour non seulement améliorer la structure, mais peut-être aussi pour s'élargir. Donc voilà, et financer le projet bien sûr, et tout travail mérite salaire aussi, donc pour pouvoir rémunérer les travailleurs, et bien sûr ce qui apportera la motivation, les équipes, voilà. Deuxième objet de soutien, troisième objet de soutien, pardon, obligation de remplir la fiche d'identification. Ça c'est une question de gestion, parce qu'il faut une base de données, il faut pouvoir identifier du contribuable, et il faut pouvoir faire un suivi et évaluation du projet. Et il faut avoir des statistiques. Et permettre donc, il faut aussi permettre les sanctions ciblées. Vous ne pouvez pas, demain, c'est quelqu'un qui brûle, on ne sait pas c'est où, devant quelle maison, on ne sait pas c'est qui habite là, on ne sait pas, et voilà. Alors qu'on peut interdire, comme on disait ici, les mesures coercitives, c'est ce qui va arriver après. Celui qui va, par exemple, brûler devant sa parcelle, on sait il a fait ça devant chez lui, mais pourtant on a déjà lancé une circulaire, en tout cas un arrêté municipal qui disait qu'on ne devait plus brûler les déchets dans les rues ni dans les parcelles. Alors la personne qui va brûler dans la rue, elle sera sanctionnée. Et il faut pouvoir le faire. Et donc c'est ça la mesure coercitive qui vient, donc avec les sanctions et les amendes sur les incinérations et les dépôts sauvages. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus tolérer les dépôts sauvages dans une parcelle, on ne peut plus tolérer les dépôts sauvages dans la voirie, au niveau donc urbaine, et on ne peut plus non plus, donc il faut pouvoir, donc pourquoi quiconque pollue, détruit et doit payer. Cela permettra d'entretenir le projet et aussi bien sûr de restaurer l'autorité de l'État, ce qui est très important. Parce que quand tout le monde fait n'importe quoi, et on voit tout le monde fait ce qu'il veut, brûle quand il veut, ça pollue la nature, ça pollue la santé des enfants, ça pollue la santé de tout le monde, parce que nous respirons et nous savons très bien que c'est très toxique, le plastique, etc. Donc c'est revenir un peu sur ces autorités de l'État. Volet 2, valorisation des déchets. Valorisation des déchets, ici je vois qu'il y a des... fabrication de poubelles, ça c'est vraiment le premier projet, c'est la fabrication de poubelles. Parce que du coup on peut créer une unité de fabrication des poubelles, et ça c'est à base de bambou, c'est ça l'idée qu'il y avait. Je vous montrerai les images après. Nous allons pouvoir fabriquer une unité de formation pour formation continue, en fait, dans l'assainissement. Ça c'est aussi une petite entreprise qui pourra commencer à former les jeunes dans tout ce qui concerne l'assainissement des quartiers. C'est pour préparer les projets qui vont à venir, et donc pour former les jeunes et les futurs gestionnaires de ce type de projet, parce que ça offre beaucoup d'emplois. Et puis nous allons créer donc une entreprise de traitement, donc qui est au niveau des déchets métalliques. Et ça, nous avons déjà un partenariat avec quelqu'un qui a déjà des machines qui vont pouvoir séparer, donc pour travailler le métal, c'est faire de sorte que en chimie, donc de différencier, mais donc de créer. Donc il y a une solution qui permet de séparer les différents métaux et de pouvoir donc les réutiliser selon le type de métal. Une entreprise de transformation de plastique en granulat, transformation en géotextile et nid d'abeilles, ça nous expliquerons pourquoi après. C'est principalement pour la construction des routes, des chemins, petites routes, vous voyez les très petites routes secondaires, etc., de la ville, qui pourront même être financées par les gens du quartier, parce que ça se fait de plus en plus actuellement. Nous avons un marché que nous avons étudié qui est possible. Transformation du plastique 3 en fuel, et ça c'est la pyrolyse. Transformation en compost, en urée, en urée, donc c'est avec la pisse, donc avec les toilettes publiques, parce que ça aussi c'est des déchets, et c'est des déchets humains. Nous allons pouvoir créer des toilettes publiques dans des endroits en bambou, dans des endroits bien spécifiques, qui vont pouvoir donc faire avoir des toilettes publiques sèches, qui séparent l'urine au sel, et donc que l'urine est transformée en urée, et en urée en phosphate, qui est un engrais un engrais biologique. Et puis nous avons aussi donc les sels qui sont le foin, qui forment le foin, etc., qui sont aussi pour l'agriculture. Et ça, donc, ça vient à compléter le compostage des déchets biologiques des ménages. Nous avons aussi bien sûr les sacs biodégradables, ça c'est des projets qui vont venir par la suite, parce qu'une fois que nous allons pouvoir
mettre ce système en place, nous allons aussi commencer maintenant, pour la facilitation du ramassage des déchets, proposer des sacs. Et donc proposer des sacs biodégradables qui vont faciliter donc bon, voilà, c'est biodégradable. Les entreprises de rénovation de petites routes, ça c'est comme je vous ai dit par rapport à, c'est une entreprise qui viendra compléter le géotextile, le géotextile en nid d'abeille pour la fabrication de petites routes, des sentiers, des chemins, des routes de dessert agricole aussi. Donc les productions d'électricité, ça c'est parce que tous les déchets qui ne sont pas capables d'être recyclés, et ben tout cela ils vont à l'incinération, et donc l'incinération qui produit de l'électricité et donc de l'énergie pour certains ménages, et ici on espère principalement pour les entreprises qui seront créées autour de ce projet donc de valorisation des déchets du deuxième volet. Donc les projets principaux au niveau de la transformation, nous avons donc la fabrication de poubelles de la commune. Nous avons les entreprises de transformation de plastique en filament. Je vais commencer par les poubelles, le plastique en filament, excusez-moi, en granulat. Et puis nous avons la transformation de plastique en géotextile, sac d'ONU, et ça rejoint, en fait, donc géotextile et sac d'ONU, c'est le projet des routes. Et puis bien sûr la transformation du plastique en fuel, ça c'est la pyrolyse, et puis la transformation des déchets bio en compost. Ça c'est vraiment les 5 projets phares, en dehors des 5 autres qui peuvent être faits autour. Donc on part en 2 phases. La phase du projet, première phase préparation de mise en place, de 2024 à 2025, c'est ce que nous espérons avant la fin de l'année avoir fini, n'est-ce pas, le cadre juridique pour qu'on puisse donc vraiment lancer les unités de valorisation déjà en 2026. Donc c'est ça un peu. Et puis la phase 3, c'est juste une question d'expansion du projet. Je ne vais pas dans les détails ici parce que voilà, les études de faisabilité, ça a déjà été fait, présentation des propositions, c'est ce que nous faisons, obtention des documents légaux, ça c'est ce qui doit encore arriver, mise en commun des dialogues structurés, sensibilisation, dialogue structuré, c'est-à-dire avoir tous les espaces, donc les organisations de la société civile, les autorités locales et bien sûr tous les acteurs économiques autour d'une table pour discuter de, par exemple, quel serait le montant favorable pour payer la taxe assainissement. Une petite étude. Création de partenariats opérationnels, financiers, récolte de données, bien sûr, etc. etc. Donc voilà. Ici, nous avons donc quelques images maintenant sur les innovations. Par exemple, ici, c'est une innovation dans la récolte des déchets urbains. Donc, c'est-à-dire que ici, vous verrez que nous avons un espèce de micro-barrage avec, disons ici, des sacs. Mais nous prévoyons de faire ce genre de sacs, mais à partir de bambou. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir des filtres. Donc ça veut dire qu'ici vous avez ceci, nous avons pensé à une solution moins coûteuse en bambou. Donc c'est-à-dire que nous mettons par exemple un filtre ici qui permet déjà de bloquer les plus gros déchets. Ensuite nous allons avoir un deuxième filtre, ainsi un troisième filtre, tout ça en bambou, qui nous permettra donc de finalement au finish avoir ici les plus petits déchets qui sont récoltés et donc l'eau qui devient propre, qui se dégage et qui s'en va, qui retourne vers le fleuve. Donc là nous assainissons un peu le fleuve, nous assainissons en tout cas les eaux. Et en même temps, nous récoltons les déchets de manière plus facile, parce qu'ici, les déchets qui sont déjà dans l'eau, surtout les déchets plastiques, ont déjà, on va dire, un premier traitement pour le lavage. Ceci, c'est les filaments. Donc, parmi les granulats que j'ai cités tout à l'heure, il y a aussi les filaments. Donc, c'est une fois que le plastique a été transformé, une des premiers produits, une fois que nous avons récolté, nous avons lavé, nous avons donc trié, récolté, shredé, lavé, et puis retravailler, donc réchauffer pour le sortir soit en filament, soit en granulat. Donc c'est ça la base, et ça c'est pour moi la première phase, le premier volet. Ensuite viendra donc tous ces granulats et ces filaments pourront être revendus auprès des autres pour fabriquer notamment ici le dessus des poubelles plastiques, pour fabriquer d'autres produits issus donc, du plastique recyclé. Ici donc nous avons l'entreprise de fabrication des poubelles de la commune, n'est-ce pas? Donc ça c'est la deuxième, dans le premier volet, au niveau de la valorisation. Donc nous avons la fabrication des poubelles de la commune. Ça c'est vraiment, maintenant c'est ça l'idée, c'est d'avoir ces poubelles dans chaque ménage.
avec, bien sûr, on sait qu'ils vont avoir la formation, savoir, ah, ici vous mettez le plastique, ici vous mettez tout ce qui est papier, carton, et ici vous mettez tout ce qui est déchets biologiques. Et puis à côté, vous pouvez mettre tout ce qui est encombrant. Ou en tout cas, on peut même penser à notre bac, mais en général, les encombrants, ils passent une fois tous les mois, parce qu'il y a moins d'encombrants qui se fait par semaine que, euh, que les déchets, on va dire, ménagers, plastiques, etc., qui sont plus réguliers. Donc voilà. Ça, ici, c'est toujours l'entreprise de fabrication des poubelles de la commune. Donc, mes déchets, mes poubelles ménagers. Et puis, vous voyez ici, poubelles de la commune. Et ici, en principal, beaucoup le font en bois. Parce que c'est souvent le plus accessible, le moins coûteux. Donc, ici, vous avez, par exemple, ce genre de poubelle, ici à gauche. C'est celui qui peut se trouver dans les quartiers, dans les carrefours, les croisements de rue, ben, il peut y avoir, si c'est une principale, ben, il peut y avoir ceci qui est un peu plus beau et qui permet donc d'avoir aussi un monsieur qui peut regarder ça et être payé pour surveiller ça. Donc voilà. Ici, parce que c'est ici, il peut y avoir déjà un tri. Ici donc, c'est pour avoir des poubelles vraiment un peu partout dans les endroits bien spécifiques où on sait que voilà, dans cet endroit, il y a beaucoup de gens qui viennent jeter les poubelles. De toute façon, la redevance, elle est ménagère, donc tout le monde doit la payer. Et ici, vous voyez qu'ils ont trois poubelles. C'est certainement trois poubelles comme on avait vu ici, et trois poubelles aussi. Et donc ici derrière, vous voyez qu'il n'y a même pas 50 mètres, qu'il y a déjà encore trois autres poubelles. Donc voilà, donc pour vous dire que normalement, il pourrait y avoir des poubelles à tous les 100 mètres de poubelles. Donc ici, nous avons une entreprise de transformation des déchets plastiques en fuel. Ça, c'est un modèle que nous avons déjà discuté, nous avons pour parler avec les messieurs qui font ce projet. Et vous verrez que ils ont déjà... ça, c'est un projet qui est déjà fait au Kenya, en Nairobi. Et, euh, et donc voilà, et c'est juste parce que ce sont des personnes qui livrent déjà ceci en Afrique et avec qui nous allons pouvoir travailler. Ici, vous avez l'explication de le processus chimique de pyrolyse, parce que beaucoup de gens parfois doutent de la solution, alors qu'elle est déjà faite, elle est déjà pratiquée, et il y a déjà beaucoup d'endroits où l'on voit déjà on voit ça, où c'est fait quoi. La Suisse, en Inde, il y a déjà beaucoup d'endroits où c'est déjà fait. Donc ça marche. Voilà. Ici, nous avons donc l'entreprise de construction de route. Vous avez vu que tout à l'heure, nous avions parlé de sacs de filaments. Les filaments fabriquent les sacs d'ONU. Les sacs d'ONU, eh ben, c'est ce qui est utilisé par exemple au Japon. Et même ici, déjà, c'est une technique que nous connaissons depuis longtemps parce que dans beaucoup d'endroits, nous verrons ça. Sauf que ça n'a juste pas été bien fait. Parce qu'ici, vous verrez qu'il y a des routes correctes qui sont vraiment bien construites en sacs d'ONU et qui sont bien entretenues. Ici, nous avons parfois des routes qui sont faites avec des sacs d'ONU, mais qui sont déjà obstruquées ou en tout cas qui ne sont plus praticables, en tout cas qui sont déjà détruits. Euh, alors que c'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi à comment améliorer encore cette route pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, être bien efficace. Et c'est pour ça qu'après nous avons le géotextile en nid d'abeille qui permet encore de mieux stabiliser le sol et donc d'éviter que les sacs soient détruits après usure. Parce que voilà. Et donc, bien sûr, nous avons pensé aussi pour la construction de l'entreprise de construction de route, bien sûr, la chose qui est plus importante que beaucoup de gens oublient, c'est la canalisation des eaux. Et donc, nous avons ici le drain qui est prévu, pour lequel nous prévoyons, et puis nous voudrons aussi proposer, en tout cas avec la construction de citernes. Vous voyez que ici c'est des citernes fabriquées à partir de déchets, qui est possible de fabriquer à partir de déchets. Donc on fabriquait éventuellement des citernes pour qu'on pourrait placer dans les différents quartiers, dans les endroits où stagne l'eau, pour que l'on puisse récupérer et garder un peu d'eau, avec bien sûr un système de pompage pour, je ne sais pas, quand il fait trop chaud, par exemple, on pourrait ici, comme vous voyez, on peut envoyer de l'eau en l'air enfin, il y a beaucoup de choses à faire après, une fois que l'on a un stock d'eau. Ici, c'est un peu une estimation de réaménagement de 10 km de route de long et 7 mètres de large, normalement. C'est 10 km de route de long et 7 mètres de large. Et donc ça, c'est une estimation de coût de 10 km. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut estimer à 10 millions d'euros la construction de 10 km de route. Et ben nous, en fait, avec 10 km, nous sommes à 1 120 000 dollars
pour la fabrication d'1 kilomètre de route dans les quartiers, avenues, etc. Donc ça veut dire que, et ça c'est des projets qui pourront être financés avec d'autres partenaires et qui est financé aussi par les ménages eux-mêmes, parce qu'une grosse partie par les ménages. Et donc il y a toute une stratégie que nous avons prévue qui sera là pour essayer donc, d'améliorer la vie des populations du quartier. Bon, nous avons une hypothèse, comme je vous ai dit, 7 mètres de long, de large, hypothèse 1 km de route. Donc vous avez ici 1 km de route coûte 11 000 du coup, 11 200, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à 10 km pour 1 120 000. Donc 11 200, 10 km, une route de 100 mètres de long à une moyenne de 1. Donc ici, pour avoir une idée de ce que le contribuable devra payer pour une route de 100 mètres en fait. Chaque ménage devrait contribuer plus ou moins 112 dollars pour que le réaménagement de la route de 100 mètres puisse être fait. Donc une route de 100 mètres, en moyenne 10 parcelles, de 25 mètres de long, donc en général c'est une moyenne, hein, donc 5 parcelles de chaque côté. Donc on peut diviser le montant ici par 10, donc ce qui fait donc le coût de contribution des propriétaires de parcelles, construction de la route, ben voilà, c'est ça. Donc on fait donc les 1 km de route divisé par 10 rues, hein, donc si on fait 10 rues de 100 mètres, et ben par 10 ménages par rue, et ben en fait ça fait 112 dollars par ménage dans la rue. Et donc ça c'est annuel, donc ça veut dire qu'on peut encore, ça c'est un projet, ça va être divisé, ça va être divisé ça va être donc divisé en 10, et donc c'est ça qui va nous permettre donc d'arriver à ce montant-là, par exemple de rajouter 10 dollars par mois sur un an, sur 10 mois par exemple, pour la construction de la route. Ou alors nous pouvons dire, ben voilà, nous allons amortir le projet de financement de la route sur 2 ans. Et donc nous allons alors du coup avoir peut-être donc 5 dollars en plus par mois. Donc le ménage paierait par exemple 5 dollars pour l'assainissement et puis 5 pour la construction de la route. Et donc ce qui permet d'étendre le coût. Et nous, avec ça, nous pouvons aller chercher les financements pour vraiment construire les routes plus rapidement et plus efficacement pour qu'ils puissent voir que voilà, la contribution a apporté quelque chose. L'intégration donc et transformation du bambou dans l'assainissement et de l'environnement, ça c'est comme je vous ai dit. Nous avons ici à droite les poubelles publiques, les poubelles des ménages. Nous avons aussi donc plusieurs endroits, la nuage du milieu, des endroits où il y a des cours d'eau, etc. Donc ce sont les cours d'eau et donc il faudra créer des ponts. Ça nécessite la création de ponts, ça nécessite la création de plusieurs ponts, parce qu'il y a plusieurs cours d'eau. Et puis bien sûr ici c'est l'immobilier public. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, il y a plusieurs ménages qui n'ont pas, plusieurs parcelles qui ont des constructions, on va dire, pas finies au premier étage, mais on voit qu'il y avait un projet. Et ben nous pourrons toujours, nous avons une stratégie que nous avons mis en place pour construire aussi au niveau urbain, des structures qui seraient éventuellement en bambou et qui permettraient de créer par exemple des centres d'activité pour des jeunes du quartier, toujours autour de projets d'assainissement et en tout cas d'amélioration de l'environnement. Donc voilà un peu, ça c'est les projets qui peuvent être associés avec le bambou, donc l'assainissement et le bambou, qui est un produit phare qui est aussi très bon pour l'environnement. Au niveau organisationnel, donc au niveau de l'organigramme, donc nous avons imaginé, c'est une proposition que nous allons faire au niveau de l'autorité locale, qui concerne donc au niveau managérial, nous avons bien sûr le general manager, parce qu'il y a un conseil d'administration, hein, bien sûr. Ça c'est pas au niveau administratif, ici nous sommes au niveau de la gestion. Donc general manager, et puis nous avons donc là au niveau manager financier, donc ça serait au niveau de la structure, du groupe d'intérêt économique. Et puis donc comme vous verrez ici, personnel engagé à la commune. Donc ici nous avons le manager juridique et administratif, bien sûr, qui est venu de la commune. Ensuite nous avons un comité mixte au niveau des hiérarchies qui vient, et donc ce comité mixte il vient plutôt au niveau technique et bien sûr conseil et consorts, qui est composé des personnes mixtes du groupe d'intérêt économique et de la commune. Ça c'est donc ici. Ensuite nous avons bien sûr le manager de programme qui doit être
du groupe d'intérêt. C'est une proposition de projet qui est notre stratégie que nous voulons soumettre à la ville. Nous avons donc l'achat de la logistique qui vient aussi de notre côté parce que c'est notre stratégie. Les ressources humaines, normalement, elles seront mixtes parce que nous allons pouvoir demander donc à la ville de nous proposer des ressources humaines pour pouvoir, on va dire, être des personnes. Parce qu'il y a deux types de ressources humaines. Il y a des agents et puis il y a les ramasseurs et les nettoyeurs de la ville, un peu comme on voit souvent. Donc, et puis après, bien sûr, l'assainissement et l'entretien, il y a un petit groupe qui est de suivi de l'assainissement. Donc voilà, les comités mixtes du groupe, les services ministériels déconcentrés, on a un peu du groupe CERAD, ONG, Microbase, on a encore un peu quelques parties prenantes, etc. Et les autres organisations de la société civile, comme je vous ai dit, vous êtes invités à proposer ce qui vous semblerait intéressant. Les services ministériels, intérieur, santé, hydrocarbures, environnement, développement, hydrocarbures, décentralisation, coopération, portefeuille, transport, urbain et aménagement. Et ici, je rappelle rapide de nos atouts et solutions, c'est-à-dire un contrôle de gestion et un ERP qui est mis en place pour justement le suivi et le projet, les ressources humaines formées, un mind mapping permanent pour pouvoir avoir un suivi vraiment bien précis de l'évolution, des procédures bien déterminées et bien respectées, et bien sûr un centre multiservice qui nous permet d'avoir un lieu de formation, d'éducation et en sciences et techniques de la gestion durable des déchets. Donc voilà, et ici rapidement, donc la gestion des transformations des déchets, nous avons estimé le besoin en 2026 qui est donc de 469 500 dollars en 2026. Nous savons où aller les chercher à partir du moment où il y a le partenariat public-privé. Ensuite, en 2027, nous avons eu un investissement de 290 000, mais ça c'est pour soutenir les projets de valorisation, n'est-ce pas, les projets de valorisation avec la création des unités de transformation. Et puis après, nous avons besoin de 150 000 en 2028 pour pouvoir garder un certain rythme dans l'évolution et pouvoir après devenir autonome et donc avoir une capacité d'autofinancement valable. Voilà, donc c'est un peu rapidement, c'est ça. En tout cas, c'est ceci que je voulais rapidement présenter et en espérant que vous recevrez bien ce document. Et j'attends vos retours s'il y a quelque chose à dire et je vous transmets tous les documents. Merci, à plus tard.